Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que j'inaugure cette 12e session du Ciment Lab qui porte sur l'industrialisation du chantier et la construction hors site. Je me présente, Laure Regnault, directrice de la Fondation École française du béton. La Fondation École française du béton est une fondation d'entreprise qui a pour mission principale de promouvoir la connaissance du béton auprès des jeunes en soutenant son enseignement et ses métiers, ainsi qu'en informant sur sa technicité et ses innovations. Est-ce qu'il y a un slide sur le Ciment Lab Oui, on le voit. Ah, je pensais qu'il y avait, je vois, il n'y a pas les autres slides qui suivent derrière? Si. Ah ben, voilà, donc si, c'est bon. Donc, en ce qui concerne le Ciment Lab est un laboratoire d'idées au service de l'innovation collaborative. Il a été lancé en 2018 par l'industrie cimentière et a été rejoint depuis par plusieurs partenaires du secteur de la construction. Il permet aujourd'hui de mettre en relation des startups et des chercheurs avec des groupes industriels pour répondre aux enjeux sociétaux et nous ne pouvons que l'encourager. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrialisation du chantier et la construction hors site. Le développement du numérique ainsi que les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations des nouvelles générations et la construction hors site est une des solutions pertinentes pour répondre à ces enjeux. En effet, ce mode de construction présente des atouts indéniables comme la réduction des délais, l'optimisation des matériaux, l'accroissement de la qualité et de la sécurité, ainsi que la réversibilité des constructions. De plus, l'industrialisation du chantier permet de renforcer l'attractivité des jeunes pour les métiers de la construction et d'encourager la mixité de ces métiers. Aussi, la Fondation École française du béton est très heureuse de participer à ce workshop. Je vous souhaite un bon workshop et je remercie au nom du SFIC les différents intervenants et les startups qui participent aujourd'hui à cette session. Thomas, c'est toi qui parles, on ne t'entend pas. On ne vous entend pas, Thomas. Vous m'entendez? Ah, voilà, ça vient. Bon, excusez ce problème technique. Donc, Thomas Le Duron, Impulse Partner. On a encore un problème technique. On va y arriver, excusez-nous. J'espère que vous m'avez entendu, en tout cas. Oui, très bien. Bon. Pas de souci. Rappel rapide, donc le sourcing de solutions pertinentes continue de grandir avec plaisir. Et je vous rappelle le champ d'investigation du Cement Lab, c'est tout ce qui intéresse les métiers du ciment, du béton et de la construction d'une manière générale. Et donc, sans vouloir rentrer dans le détail de cette phase-là, aujourd'hui, on va zoomer plutôt sur les aspects chantier, industrialisation du chantier et mode constructif. Donc, tas de sujets intéressants. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Orsite, la personnalité de Pascal Chazal, qui nous présentera son expertise, son expérience chez Page Conseil. Puis le plaisir d'accueillir Bruno Linéat, que je vais qualifier de Monsieur R&D mode constructif chez Bouygues Construction. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis ensuite, 3 startups. Valérie, que nous retrouvons avec plaisir depuis plusieurs années. Cyril et Pascal, qui nous présenteront chacun leurs innovations et en quoi elles peuvent permettre de révolutionner la manière d'envisager les chantiers. Traditionnellement, on a prévu de finir à 10h, puis de 10h à 10h30. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à rejoindre ce qu'on a appelé les coffee rooms, qui sont des salles dédiées où vous êtes finalement seul avec la startup. La startup est seule en tout cas. Donc vous êtes libre de la rejoindre, de poser toutes les questions que vous voulez. Je vous encourage vivement à profiter de ce temps individualisé avec eux pour aller plus loin dans vos projets. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Pascal. Et Pascal, il faut... Ah, très bien. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de construction hors site. Est-ce que vous pourriez passer la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, donc je suis le dirigeant de Patch Conseil, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la construction hors site. Slide suivante. Et le Patch Conseil fait partie d'un petit groupe qui s'appelle le groupe hors site, qui accompagne en fait le mouvement vers la construction hors site. Et nous avons 3 activités. Nous éditons le magazine hors site. Nous avons également une école de formation qui s'appelle le Campus hors site, et puis l'activité de conseil de Patch Conseil. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un du béton, hein, je suis plutôt quelqu'un du bois, et je suis le fondateur de l'entreprise Au Savoir, que j'ai créée en 1981 et que j'ai développée pendant 30 ans. Et quand on fait de la construction bois, en fait, ce que l'on fait avant tout, c'est qu'on préfabrique dans un atelier et on assemble ensuite sur site. Et en fait, moi j'ai cédé l'entreprise en 2012 et depuis je me suis vraiment intéressé à l'industrialisation de la construction et j'ai découvert le monde du off-site building qui était en train de se développer dans le monde entier, qui n'était pas véritablement apparu en France. Et donc, c'est ce que nous avons essayé d'apporter en France, ce nouvel écosystème, finalement, qui est un écosystème qui pense préfabrication avant de penser chantier. Alors, pourquoi est-ce que ça se développe aujourd'hui? Slide suivante, s'il vous plaît. Vous savez qu'on a à faire face à de nombreux enjeux aujourd'hui et les bâtiments, finalement, vous le voyez sur cette slide, les bâtiments que l'on construit aujourd'hui sont des bâtiments qui sont devenus une très très grande complexité, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est très flagrant sur cette slide. Vous voyez, l'Empire State Building a été construit en 13 mois. Et aujourd'hui, pour faire une tour de la même taille, il faut 5 ans. Ça veut dire qu'on met 5 fois plus de temps. Et les raisons, c'est que finalement, on construit des bâtiments qui sont d'une très très grande complexité, mais on continue à les faire avec les méthodes qui marchaient très très bien quand les bâtiments étaient simples. Et ça, aujourd'hui, ça marche de moins en moins bien. Et on va voir la slide suivante. Le résultat, c'est qu'on a une productivité de la construction qui est en train de se casser la figure. Alors sur ce graphique, on voit une baisse de productivité de 20% en 20 ans en France. C'est lié bien entendu à cette complexité de nos bâtiments, mais c'est aussi lié à une main-d'œuvre qualifiée qui est en train de disparaître, qui est en train de partir à la retraite et qui n'est pas remplacée par les jeunes parce que les jeunes sont peu attirés par ces métiers du bâtiment qui sont difficiles, qui sont pénibles, etc. Et cette baisse de productivité, bien sûr, elle entraîne une baisse de qualité, une augmentation des délais, une augmentation des coûts et une réduction des marges des entreprises. C'est que les entreprises aujourd'hui ont des marges extrêmement faibles. Slide suivante, s'il vous plaît. En fait, on a tellement de défis à relever aujourd'hui. On doit faire, bien sûr, l'enjeu numéro 1, c'est bas carbone, hein, c'est neutralité carbone le plus rapidement possible. Mais on voit aussi que les bâtiments doivent être évolutifs, adaptables. On doit penser économie circulaire, fin de vie. On a aussi tout le sujet de ce qu'on va appeler le smart, hein, le smart building, les smart cities. Tout ça, ce sont des enjeux excessivement importants et rapides, aussi bien d'ailleurs pour la construction que pour la rénovation. C'est que l'un des enjeux principaux pour atteindre la neutralité carbone, c'est la rénovation thermique. Et dans le monde entier, il y a de nombreuses personnes, de plus en plus, de nombreuses entreprises qui pensent qu'une des solutions, c'est la construction hors site. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement construire hors site? Eh bien, c'est vraiment très très simple. C'est au lieu de tout faire sur le chantier, on va apprendre à fabriquer des éléments dans un atelier, dans une usine. Ça peut prendre 1000 formes. Bien sûr, on parle là de préfabrication, mais on parle de préfabrication moderne avec les outils d'aujourd'hui, notamment les outils digitaux, avec demain la robotique. Et on parle surtout de composants à forte valeur ajoutée. Vous voyez ici, par exemple, des modules. Ces modules intègrent l'ensemble des corps de métier quasiment, et on va gérer ces corps de métier en usine et non plus sur le chantier. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça repose sur quelque chose d'extrêmement simple.
c'est l'efficacité des ouvriers. Vous savez que dans une usine, bien sûr, les ouvriers sont dans des conditions excellentes, des méthodes de travail excellentes, et dans les meilleures usines, on arrive à atteindre 80 voire 85% d'efficience. L'efficience, c'est le rapport entre le nombre d'heures pour lequel l'ouvrier est payé et le nombre d'heures pour lequel il fait de la valeur ajoutée. Eh bien, c'est 80 à 85% dans une usine. Et le chiffre qui est à côté est assez invraisemblable, mais sur un chantier, c'est seulement une vingtaine de pourcents. Ça veut dire qu'il y a 80% de temps qui n'apportent pas de la valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Ils sont des fois en train de déplacer des matériaux d'un endroit à l'autre sur le chantier. Ils sont en train de grimper dans les escaliers pour aller au 5e étage pour faire leur salle de bain. Et ça, ce n'est pas de la valeur ajoutée. Donc l'idée du hors-site, c'est d'amener des conditions de travail bien meilleures dans les ateliers, dans les usines, avec cette perspective d'augmenter la productivité. Slide suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, on peut quasiment tout faire. On a des exemples tout à fait incroyables dans le monde entier, où on fait des maisons, on fait des logements collectifs. Vous voyez ici sur la droite, par exemple, ce sont 2 tours de 45 étages qui ont été construits en moins d'une année à Londres. Mais on sait aussi faire à gauche, par exemple, en bas, c'est un collège qui a été réalisé à Lyon par Haut-Savoie et Bouygues, d'ailleurs, qui a été réalisé en période Covid en moins d'une année, ce qui est tout à fait exceptionnel. On peut faire des hôpitaux, on peut faire des écoles, on peut véritablement tout faire. C'est simplement une approche différente. Slide suivante. On va aussi, bien sûr, pouvoir faire vraiment différents types de composants. Alors, bien entendu, dans la construction en béton, vous faites déjà tout un tas de choses, hein, des prémurs, des escaliers préfabriqués, etc. Tout ça, c'est bien sûr des éléments fabriqués hors site, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des ouvrages à forte valeur ajoutée. Vous voyez par exemple ici des balcons. Il y a une entreprise, par exemple en Angleterre, qui a tweeté la semaine dernière qu'elle avait posé 409 balcons en une semaine. C'est complètement incroyable, et tout ça, bien sûr, c'est parce que les balcons sont préfabriqués en usine. On peut aussi préfabriquer des gaines techniques, des façades, etc. Slide suivante. Les avantages sont très nombreux. On va améliorer la qualité, on va réduire les délais, on va livrer avec beaucoup moins de réserves. Pour les entreprises, ça va leur permettre d'améliorer leur marge. Bien sûr, pour les ouvriers, plus de sécurité, plus de confort, moins de pénibilité, moins de transport. Ça va aussi donner de l'attractivité aux jeunes. Ils vont avoir plus envie de venir travailler dans de bonnes conditions plutôt que de travailler sur un chantier dans des conditions difficiles. Slide suivante. Par contre, il faut véritablement comprendre que c'est un nouveau paradigme. Aujourd'hui, dans la construction, on est tous centrés sur le chantier et on élève au plus haut des cieux le culte du sur-mesure. Et dans l'industrie, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. On va apprendre à avoir des organisations beaucoup plus collaboratives et on va comprendre et utiliser le terme de standard et de standardisation qu'on n'aime pas bien dans le bâtiment, mais qui est vraiment la réussite de l'industrie. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Slide suivante. Aujourd'hui, les freins principaux, en fait, ce sont nos habitudes et nos organisations. En gros, un projet immobilier, ça démarre toujours d'un besoin et d'un foncier. On va avoir un maître d'ouvrage. Ce maître d'ouvrage va faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre va nous concevoir un bâtiment qui est quelque part un bâtiment prototype à chaque fois. Et les entreprises de bâtiments savent parfaitement répondre à ça. Sauf que c'est de plus en plus difficile et pour résoudre l'équation économique, eh bien, on a une pression terrible qui s'exerce sur l'ensemble des acteurs de la supply chain. Et finalement, cette organisation-là, quelque part, elle empêche l'industrialisation et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Slide suivante. En fait, si on veut produire un élément à forte valeur ajoutée, comme par exemple ici une façade ou une salle de bain ou bien encore mieux un module de logement ou de chambre d'hôpital par exemple, eh bien, il va falloir apprendre à optimiser le composant que l'on veut fabriquer. Or, on n'est pas organisé comme ça. On optimise chacun dans son métier. Et là, tous les métiers sont réunis et il faut en fait apprendre à optimiser chacun des composants pour réussir. Slide suivante. Et en fait, les 3 piliers de l'industrialisation, c'est extrêmement simple. Ça repose sur 2 mots. C'est le mot
répétition et volume. C'est parce qu'on va répéter les choses qu'on va être capable de faire du volume, et c'est parce qu'on va être capable de faire du volume que l'on va être capable d'améliorer le coût et de réduire, comment dirais-je, améliorer la qualité et réduire le coût. Et pour ça, on utilise des outils qui viennent du monde industriel. Suivante. Il faut en fait comprendre leur site comme étant une passerelle entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Quelque part, le monde du bâtiment a besoin de faire des opérations toujours spécifiques et l'industrie a besoin de faire des choses toujours les plus identiques possibles. Et bien en fait, c'est le digital qui va nous permettre de concilier les deux et quelque part d'apprendre à faire des bâtiments spécifiques avec des composants qui, eux, vont être des composants standardisés. Suivante. Alors aujourd'hui, on peut aller très loin. On commence à voir arriver des robots dans les usines. Je vais vous poser une question. Combien d'heures faut-il, par exemple, pour produire une petite maison individuelle? Allez-y, slide suivante. Eh bien, en fait, il faut à peu près 1000 heures. Combien de temps faut-il pour fabriquer une voiture? Allez-y. Eh bien, il faut 25 heures. Vous voyez le gap entre les deux. L'idée, c'est de réussir à transférer en usine des tâches pour améliorer notre productivité et du coup améliorer nos produits et les conditions de travail des ouvriers et les marges des entreprises. Je pense que je vais être à peu près au bout. Alors les clés du succès, pensez préfabrication plus que chantier. Dès le premier coup de crayon, apprenez à travailler en mode collaboratif avec les maîtres d'ouvrage, les concepteurs et les industriels. Et surtout, il ne faut pas opposer le bâtiment et l'industrie. En fait, on ne va pas faire des bâtiments 100% dans des usines, ça n'a pas de sens. Par contre, on va apprendre à intégrer de plus en plus d'éléments et de composants qui vont être fabriqués efficacement dans des usines. Voilà, dernière slide, je crois. Eh bien, c'est la slide de questions-réponses. Alors, la construction, ce n'est pas prêt de changer, on a toujours fait comme ça. Mais est-ce que le moment aujourd'hui n'est pas venu finalement de vraiment se remettre en question? Merci beaucoup Pascal pour ces enseignements et cette vision. J'invite les uns et les autres on a quelques minutes pour poser des questions. Vous pouvez les poser en direct ou via le chat comme vous préférez. Et moi j'ai d'ores et déjà une première question pour Pascal, c'est comment on arrive à concilier finalement cette théorie qui est enviable, et on voit qu'à l'étranger, ça a des projets qui développent bien, avec des cycles projets qui aujourd'hui restent fragmentés. Comment sur une opération on arrive à faire plus d'industrialisation que ce qui avait été prévu au départ? C'est ça. Alors en fait, il y a une très très grande différence entre l'organisation du bâtiment et l'organisation de l'industrie. Dans le monde du bâtiment, on travaille finalement à l'affaire. Et chaque fois qu'on a un projet, finalement, c'est quelque chose de nouveau. Et on va avoir tendance à reconstituer des équipes nouvelles avec les systèmes d'appel d'offres. Et puis, on va aussi avoir tendance à un peu réinventer l'eau chaude pour faire finalement un bâtiment qu'on va quelque part réinventer de la cave au grenier à chaque fois. Dans l'industrie, ça ne marche pas du tout comme ça. On raisonne non pas à l'affaire, mais on va raisonner dans une démarche produit. C'est-à-dire qu'on va penser ces produits et ces produits, on va les mettre sur le marché. Et ça, c'est tout à fait possible dans le bâtiment. Vous avez par exemple des acteurs, je vous prenais l'exemple de ces Anglais qui ont mis au point des balcons. Eh bien, ils ont mis au point un catalogue de balcons, ils ont analysé le marché, ils ont dit qu'est-ce qui répond le mieux au marché en termes de balcons. Ils ont fait un gros travail. Et puis, ils ont mis au point finalement un catalogue de balcons. Alors, c'est fabuleux parce qu'en plus, ils ont un configurateur. Vous pouvez jouer avec le configurateur et puis vous passez votre commande et votre balcon va arriver et il va être complètement terminé et livré avec une qualité probablement incroyable. Donc, vous voyez, on rentre dans une démarche produit. Et c'est sans doute ça qui est le plus difficile, c'est que dans le bâtiment, on n'a pas cette habitude-là, on raisonne vraiment à l'affaire. Et ça, il faut réussir à changer. Et c'est possible en allant vers, par exemple, des conceptions-réalisations ou des accords cadres sur des durées longues. Donc ça exige que, d'une part, les maîtrises d'ouvrage s'ouvrent à d'autres modes de contractualisation, et est-ce que les industriels soient prêts à avoir ces catalogues, quoi, finalement. Tout à fait, exactement. Alors, les maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont de plus en plus intéressés par la construction hors site. Et la première chose que nous leur expliquons quand nous faisons des formations ou quand nous faisons de l'accompagnement, c'est qu'il faut changer leurs habitudes d'achat.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, ils sont de plus en plus prêts à l'accepter, à l'entendre, d'autant plus que la réglementation nous le permet, avec la loi Elan, la loi ESSOC. Aujourd'hui, il est vraiment possible d'acheter autrement pour les maîtres d'ouvrage, y compris les maîtres d'ouvrage publics. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat, mais restez avec nous et puis j'invite les uns et les autres avec plaisir. à continuer à poser leurs questions à Pascal. Et donc, on va passer la parole à Bruno. Bonjour Bruno. Pour une courte période. Bonjour. Et du coup, montre-nous plutôt le pendant entreprise et comment l'industrialisation reflète chez vous. Je suis bien content que Pascal soit passé devant. Moi, je m'appelle Bruno Linéat. Je suis en charge d'un des pôles de R&D de Bouygues Construction. Je suis basé à Nantes, mais je travaille avec toutes les UO de bâtiments, notamment de Bouygues Construction en Europe ou dans le monde, sur l'industrialisation, sur le développement de la construction bois ou de solutions industrialisées, quels que soient les matériaux, l'impression 3D un petit peu de temps en temps, voilà. Et je suis content que Pascal soit passé devant moi parce qu'il a tout dit, donc j'ai plus grand-chose à faire. Je vais prendre des questions. Non, je vais juste modestement, après ce cours très très bien structuré que Pascal vient nous délivrer en 10 minutes, bravo, donner quelques points de vue de l'entreprise. Modestement, vous allez voir, normalement, si vous avez été attentif à ce qu'a dit Pascal, vous allez retrouver plein de choses qu'il a dites. On peut commencer tout de suite sur la slide suivante. Souvent, ce qui peut paraître visible quand on parle aux gens de la modernisation de notre acte de construire, on pense au numérique. Et sur nos chantiers, c'est vrai que nous travaillons sur des grues automatisées, que l'on descend même au rez-de-chaussée avec un poste de travail à distance, qu'on voyait en haut à gauche, là, un grutier qui pilote sa grue avec des écrans, des capteurs, des retours haptiques dans le siège, tout ça. On dote nos compagnons bientôt de manchons connectés qui pourront leur permettre d'acquitter leurs tâches, communiquer avec n'importe qui sur le chantier ou au bureau d'études, prendre une photo d'un problème, etc. On a même mis en place des robots sur nos chantiers. Là, vous avez à droite Effibot, le robot d'effidance auquel nous avons pu donner quelques coups de main pour pouvoir développer un robot de chantier qui fait de coltinage, peut porter jusqu'à 300 kg, les tâches inutiles qu'évoquait Pascal tout à l'heure. Bon, tout ça, ça peut paraître extrêmement novateur et source de beaucoup de gains, ça reste quand même la modernisation d'un mode non industrialisé de construction, d'un chantier traditionnel. Et donc sur la slide suivante, on verra que ça se heurte encore quand même à la structure même de nos chantiers traditionnels. C'est qu'un robot que vous voyez là en bas à gauche, le pauvre petit robot, il est perdu sur un chantier qui reste, même s'il est à peu près bien rangé, difficile d'accès, difficile à circuler, extrêmement difficile de se repérer dedans, surtout que ça change tous les jours, bien sûr. Donc, on est bel et bien en train, lorsqu'on fait ce que je viens de vous dire, de moderniser un acte de construire d'hier. Suivante. Si on veut aller plus loin et plus fort et plus vite, il faut bien sûr construire hors site. Et donc, comme le disait Pascal, vous voyez en haut à droite, nous pouvons mettre en place des modules qui contiennent plusieurs corps d'état, là, le chauffage, la plomberie, un bout du cloisonnement avec les supports de cloison, voire de structure. Donc ça, c'est assez répandu sur nos chantiers aujourd'hui. Et l'étape suivante que nous commençons à rencontrer de plus en plus souvent, c'est la préfabrication complète de pièces ou d'éléments de logement. Là, ici, vous avez des pods de salle de bain dans une résidence étudiante, visiblement. Et tout de suite, on voit que le chantier n'a plus la même tête. Et c'est là que l'on peut dire que nos petites innovations numériques que je vous ai présentées au début, dans un contexte comme celui-là, elles sont encore plus percutantes et plus à l'aise. Mais ce qu'il ne faut pas s'y tromper, là, ce qui a changé dans ces photos-là, c'est le mode de construire qui fait appel à la préfabrication en usine. Suivante. Et pour avoir des chantiers qui, comme ça, bénéficient de cette solution, il faut, comme l'a dit Pascal, anticiper dès le début, dès le design, voire même dès le programme. Donc là, vous avez un exemple sur la photo de gauche qui est déjà un petit peu ancien. Ça s'appelait Alice, pour ceux qui ont peut-être connu ça. C'était un programme dont nous avons été lauréats de construction de logements sociaux, de 4 bailleurs sociaux qui s'étaient groupés pour faire un appel d'offres. Et nous avions fait un petit configurateur. On retrouve les mêmes mots que Pascal a dit. C'est un configurateur presque un peu manuel, un peu expérimental, où en associant des cubes de couleurs que vous voyez là, ces cubes-là représentent soit des appartements, soit des morceaux d'appartements, mais standardisés. Et en associant ces cubes les uns aux autres, on faisait des logements qui n'étaient pas répétitifs, on faisait quasiment du sur-mesure, mais basés sur des éléments standardisés. Et les gaines techniques se plombaient toujours. Et les règles de construction de sécurité étaient intégrées à ces cubes et donc étaient respectées si on les assemblait correctement. Voilà. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle le design for manufacturing, orienté vers une préfabrication. Alors, après, les modules comme ça, il se trouve qu'on ne les a pas préfabriqués, on les a construits plutôt traditionnellement, mais au moins déjà la conception était industrialisée. Et
À droite, vous voyez un exemple où, là, Pascal, tu vas être content, on est revenu au niveau de l'Empire State Building. Les 2 tours Clement Canopy de Singapour, c'est pas la même que celle que tu as montée tout à l'heure, hein. C'est à Singapour, celle-là. On les a montées. Alors, 3 ans au total d'opération, mais 1 an de développement et de conception. Et ensuite, 1 an de construction, d'empilage des modules, puis 1 an pour les finitions, les mises en service, etc. Grosso modo. Donc, on revient dans des valeurs. Donc, lorsque l'on va au bout entre un design industrialisé et une fabrication hors site, en un temps record, en tout cas vu des riverains du chantier, on fait quelque chose d'assez extraordinaire. Suivante. Alors, on peut très bien construire hors site autrement qu'avec des modules 3D, ça peut être des modules 2D. En tout cas, ce ne sera jamais tout seul dans notre coin, Pascal l'a dit, c'est avec des partenaires avec qui il faut co-construire, mais aussi co-concevoir, voire co-innover. Et donc, du coup, l'entreprise générale que nous représentons ici et qui, par le passé, faisait sa conception, voire prenait celle de l'architecte faite lorsqu'on était en loi MOP, et ensuite consulter les fournisseurs ou les sous-traitants, ça c'est plutôt terminé. L'avenir, c'est d'avoir des partenaires sur le long terme. Vous voyez, à gauche, là, Bouillé-Leroux, on n'a pas un partenariat écrit, formel, mais on a une collaboration de bonne entente. Ils ont développé un nouveau produit qui s'appelle Préfab Briques, des murs préfabriqués à base de briques, et nous avons modestement un peu collaborer, leur donnant des cibles financières, des chrono-analyses de nos chantiers traditionnels pour qu'ils puissent s'étalonner et développer leurs produits. Et là, cette photo, elle est toute récente, elle est de la semaine dernière. Nous posons des murs préfabriques sur un de nos chantiers dans l'Oise et nous ferons une chrono-analyse, nous ferons un retour d'expérience que nous partagerons avec Bouillé-Leroux. Voilà. Donc ça, c'est un petit partenariat informel et qui permet finalement de bien faire sentir qu'ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux et on va développer de nouvelles solutions ensemble, préfabriquées hors site. Et à droite, là, par contre, beaucoup plus officiel et avec un contrat écrit devant les caméras de la France entière. Bouygues Construction et Bouygues Bâtiment France-Europe en particulier ont signé récemment avec Pifto Bois en Vendée un contrat basé sur la sécurisation de la fourniture du bois pour nos constructions. Parce que nous construisons de plus en plus en bois. Le béton reste largement majoritaire dans nos constructions, mais nous faisons croître le bois peu à peu en proportion de notre construction. Et là, avec Pifto, on s'engage, nous, sur un volume, pour qu'eux, ils aient une récurrence et puissent s'organiser, s'industrialiser encore plus qu'ils ne le sont déjà. Et eux, en revanche, ils s'engagent là sur ce partenariat-là à nous fournir du bois certifié, bien sûr, sans bois certifié, pas de baisse du bilan carbone, donc c'est avec du bois certifié, et français. Voilà. Et donc là, on agit aussi sur la filière. Vous voyez, donc le partenariat est poussé à l'extrême. C'est indispensable, nous avons d'industrialiser. Voilà, et donc je finis la photo, bon, on est dans le Cement Lab, c'est encore une photo avec du bois, je sais bien, mais nous travaillons beaucoup, je voudrais rassurer tout le monde, sur les bétons de demain, les ultra bas carbone, et d'ailleurs, il se trouve que les travaux que nous menons sur les bétons bas carbone, comme par hasard, ils portent en grande partie sur la capacité de ces bétons d'être mis en œuvre en usine, et ensuite transporter, donc la résistance au jeunage, etc. Donc la version préfabriquée des bétons très bas carbone nous intéresse énormément et c'est une solution d'avenir, même si là sur la photo vous avez encore du bois. Et ce que je voulais dire en conclusion, c'est que la préfabrication hors site, c'est aussi une grosse opportunité pour l'environnement parce que, bien sûr, en mettant des matériaux bas carbone, que ce soit le bois certifié ou que ce soit du béton très bas carbone de demain, on fait baisser le bilan carbone de façon importante. Mais de façon un peu secondaire, avec des valeurs un peu secondaires, mais quand même, nous nous battons sur tous les fronts, donc on y va quand même. On s'intéresse aussi aux gains que l'on fait, par exemple, en préfabrication hors site, il y a moins de déchets, on maîtrise mieux le process, il y a moins de défauts, donc on fait tout du bon, bien du premier coup, et on ne fait pas finalement 2 fois le boulot, ce qui gâche les matériaux. La logistique, nous avons fait une étude avec un cabinet extérieur qui a démontré que la logistique d'une version industrialisée, avec notamment des points de regroupement, permet de gagner aussi en émissions un petit peu, mais beaucoup en pollution locale aussi, particules, etc., nuisances sonores sur les chantiers eux-mêmes. Donc finalement, ces chantiers préfabriqués qui sont donc des chantiers un peu plus furtifs pour les riverains, moins de pollution sonore, moins de camions, moins de particules, durée raccourcie du chantier, tout cela fait que la préfabrication en site est quand même une belle opportunité en termes d'environnement pour toute la chaîne de valeur de la construction. Voilà, je vais terminer sur cette note. Merci beaucoup Bruno, ça complète effectivement très bien les avant-propos de Pascal. On a quelques questions dans le chat, donc je t'invite à y répondre en direct. On peut peut-être en prendre quelques-unes
Le métal, bien sûr, j'ai pas parlé du métal. Le métal fait aussi partie des moyens qu'on se dit que nous explorons. C'est pas notre métier de base, mais nous avons construit notamment des opérations en Angleterre ou UK en modulaire mix métal béton. Le métal, surtout s'il est recyclé, en effet, a son mot à dire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tous les métaux ne peuvent pas toujours être recyclés. Aux USA, qui sont très en avance sur nous sur la construction métallique, le métal est recyclé pour toutes les partitions secondaires et les ouvrages peu porteurs, mais par contre, pour l'instant, sur la charpente principale, ils refusent de mettre du recyclé, ils mettent plutôt du natif. Bon, voilà. Mais le métal, bien sûr, a son mot à dire sur la chose. Très bien. Chez Bouygues Construction, vous voyez une évolution sur les conditions de travail et sur l'attractivité auprès des compagnons? Évidemment. Oui, bien sûr, évidemment, parce qu'il n'y a pas, bien sûr, l'accidentologie dans une usine est encore plus faible que sur nos chantiers, mais nos chantiers ont fait d'énormes progrès. C'est un combat de tous les jours, mais on ne sera jamais parfait et on ne sera jamais satisfait. Dans une usine, c'est quand même mieux que sur un chantier. Et au-delà des accidents, même les conditions de travail en termes de santé, bien sûr, chauffer à l'abri de la pluie, ça ne pas la peine de vous faire un dessin, c'est bien mieux, évidemment. Et puis avec des process extrêmement prévus à l'avance, très peu variables, très peu de variabilité, des outils aussi, et voire de la robotique qui est plus facile à mettre en œuvre dans une usine que sur un chantier, tout ça va aller dans le bon sens. Un petit mot peut-être sur la place des architectes dans la construction hors site? Elle est très importante. Elle est très importante parce que moi, je suis convaincu que, comme Pascal le disait, qu'on peut continuer à faire du sur-mesure pour nos architectes et nos clients tout en standardisant. Et c'est en comprenant cela, mais les architectes sont bien sûr à la pointe pour mettre ça en œuvre. C'est user de pièces standardisées pour faire des ouvrages uniques et à grande valeur ajoutée architecturale et fonctionnelle. Les architectes sont bien sûr au centre de cette réflexion. Et tous, je veux dire, y compris les plus petits, parce que après, oui, déjà sur le BIM, on a tout un débat sur la capacité des architectes à suivre, et certains sont très en avance, mais il y a des grandes disparités. Mais je n'ai pas parlé de la plateforme numérique de management de projet sur laquelle nous travaillons et qui est un outil indispensable qui va nous aider à progresser fort sur l'industrialisation, sur tout ça. Il faut bien voir que les architectes, grands comme petits, vont de plus en plus avoir à leur disposition des outils puissants qui sont, comment dire, plug and play pratiquement, et qui vont permettre à chacun d'enfourcher le cheval de bataille de la lutte contre le réchauffement climatique et l'optimisation de nos procédés. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention, Bruno, et merci encore Pascal pour faire ce jeu à deux voix finalement qui est très complémentaire. Il est maintenant temps de passer aux solutions innovantes et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Bidler d'Innovalis. Bonjour Valérie. Il faut que vous mettiez votre micro, vous êtes en mute. On ne vous entend pas Valérie. Vous m'entendez là? Ah là c'est bon, c'est parfait. Ok, bonjour Thomas, bonjour tout le monde. C'est à vous. Voilà, si on peut faire apparaître les slides. Voilà, je me présente. Donc Valérie Bindler, je suis directrice du développement de la société Mac3 Innovalis. Donc nous sommes une entreprise située en Alsace. Et prochaine, Pierre Macky, gérant de la société Mac3 Innovalis, a développé il y a plus de 10 ans maintenant un système constructif de murs préfabriqués qui s'appelle Mac3, donc qui est breveté. Il s'agit de l'association d'un voile béton et d'un isolant extérieur. Donc, c'est des façades qui sont fabriquées industriellement et qui intègrent dans l'usine également les réseaux, le parasismique et le chauffage si besoin. Voilà, donc avec ce mur-là, on a une résistance thermique assez élevée de l'ordre de 8,05 m² Kelvin-Watt. Et notre domaine d'activité stratégique prochaine, c'est la réalisation de maisons individuelles passives. Donc jusqu'à présent, nous sommes sur un marché de niche, donc celui de la maison passive, et sur un marché d'une catégorie CSP+, puisque les bâtiments passifs, en fait, coûtent plus cher et nous ne touchons que très rarement des primo-accédants. Nous ne sommes pas à l'heure actuelle sur de la standardisation, mais notre projet 2022 nous y amène. Donc, simplement pour vous expliquer la manière dont on construit nos maisons, donc avec nos façades Mac3 qui ont une très forte inertie thermique et une très forte isolation, on rajoute donc une ventilation double flux au rendement, des grandes baies vitrées pour les apports solaires, des protections solaires type BSO, brise-soleil pour le confort d'été, et on met également quelques panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation qui vont permettre de chauffer les murs Mac3, puisque nous intégrons des nappes chauffantes dans les murs à l'usine, dans le béton.
et éventuellement charger un véhicule électrique ou pour toute consommation à l'intérieur du bâtiment. Suivante. Le marché de la maison individuelle, donc c'est quand même un marché qui est important et durable. Et nous avons un projet pour 2022 suite au contexte et aux contraintes liées à la Covid-19, puisque jusqu'à présent, nous fabriquions nos façades chez un préfabricant de proximité. Avec la pandémie, ils nous ont fermé les portes. On n'a pas trouvé d'autres préfabricants qui étaient prêts à fabriquer nos façades, donc on a dû les réaliser sur chantier, ce qui a engendré, comme vous dites, des soucis de délai, de qualité d'exécution, de coûts, qui étaient plus importants. Donc nous avons travaillé sur des modèles pour standardiser ça et fabriquer ça sur une unité de production, un atelier que nous allons réaliser nous-mêmes. Suivante. Voilà. Notre principale concurrence sur la maison individuelle passive, c'est les maisons ossature bois qui sont sur ce marché-là, mais qui n'ont pas que des atouts. Il y a très peu d'inertie thermique et souvent ils doivent recourir à l'installation d'une climatisation pour ne pas souffrir en été. Un bâtiment à ossature bois a une durée de vie moins importante que celle d'un bâtiment réalisé avec des façades en béton. On a une absence de pont thermique, on minimise effectivement les interventions sur le chantier, ce qui permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'amoindrir les nuisances pour le voisinage. On peut intervenir avec nos façades et les poser par tous les temps, il n'y a aucun souci. L'avantage également, c'est que la face intérieure qui est en béton est prête pour le lot peinture. Donc là, on gagne également en temps et en coût. On a une meilleure qualité de l'air et avec l'installation d'une ventilation double flux, on a donc un confort et l'air est sain, quelle que soit la saison, été comme hiver, et on n'a pas besoin de climatisation en été. Suivante. Alors, notre projet, je vous disais qu'on a été tributaire en fait de ces entreprises et là, on souhaite donc éliminer tous ces soucis. On veut maîtriser notre production de murs et proposer un mur plus abouti. Donc, jusqu'à présent, le mur sortait d'usine avec l'isolation extérieure, les réseaux parasismiques. Nous voulons y intégrer également les menuiseries extérieures et réaliser l'enduit sur l'ITE. Suivante. Pour ce faire, donc, nous allons augmenter le capital de la société et nous avons identifié un local pour la production afin de la maîtriser. Et donc, nous allons intégrer le capital de la société, la fille de M. Mackey également, et on souhaite obtenir avec ça des prêts pour pouvoir investir dans nos propres tables et nos propres outils de production. Voilà, nous embaucherons également quelques personnes et puis nous allons revoir les accords que nous avons avec différents partenaires pour travailler encore une fois sur les coûts. Suivant. On est au tout début du projet, donc le business plan est en cours. On veut partir sur 15 maisons en année 1, ce qui paraît très très peu puisque le marché de la maison individuelle est quand même dans l'ordre de 150 000 maisons par an. On veut arriver en année 3 à 40 maisons. Donc, nous, nos prestations représentent uniquement 60% du prix de la maison. Mais ce qu'on veut faire, c'est que si ça fonctionne, c'est dupliquer ces petits ateliers de production à travers différents départements afin de minimiser les coûts de transport, puisque la préface, c'est quand même des coûts de transport qui sont assez importants. Et nous avons donc souhaité vous présenter notre système constructif aujourd'hui afin d'avoir bien sûr des conseils, des expertises et pourquoi pas aboutir à des soutiens financiers suivants. Avec notre conseil constructif, nous avons quand même gagné plusieurs prix. Le plus prestigieux, c'était donc la Coupe de France des entrepreneurs. Nous avons gagné également le Trophée national de la construction bâtie actu en 2017, en présentant donc notre technologie. Voilà pour l'essentiel. Donc je vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup Valérie, et comme indiqué tout à l'heure, vous pouvez retrouver Valérie à 10 h dans une salle dédiée qui vous sera indiquée dans le chat pour approfondir la discussion. Merci. Et je passe maintenant la parole à Cyril qui, chez Modulem, propose des constructions modulaires sur mesure. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, pardon. Tout le monde m'entend, oui, ça marche bien. Donc, je suis Cyril Moussard, le PDG de la société Modulem. Je suis autodidacte puisqu'à la base, je suis paysagiste. Et donc, la société Modulem est une PME située en périphérie de Toulouse.
Pourquoi le bâtiment modulaire? En fait, je trouvais assez surprenant de voir que l'acte de construire était un acte assez compliqué et offrait souvent des résultats aléatoires. Et dans mon entourage, j'avais plus de témoignages de mauvaises expériences de construction que de bonnes expériences. Et le phénomène s'accentue ces dernières années, comme disait justement Pascal, du fait que des générations de sachants sont partis à la retraite et que les savoir-faire se sont perdus. Donc, en faisant des recherches, rapidement, j'ai vu qu'il existait pourtant une solution assez simple de construire, qui était la construction modulaire. Et donc, en 2005, j'ai créé une première société de commercialisation de bâtiments modulaires, où en fait, je proposais des solutions en modulaire en ossature métallique, en ossature bois, et en ossature béton. Donc, j'avais des partenaires industriels. Moi, je répondais à des appels d'offres en tant que mandataire, et j'avais ces partenaires industriels qui me permettaient de construire les bâtiments pour lesquels nous étions retenus. Donc, j'avais des clients qui étaient satisfaits par la rapidité, par la simplicité, mais ils étaient un peu frustrés des fois sur la qualité. Et donc, n'étant pas sachant, en 2010, j'ai décidé de créer un collège d'experts composé de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, de bureaux de contrôle et de bureaux d'études. Pour travailler sur ce que pourrait être la construction modulaire parfaite. Je pensais que ce travail nous permettrait de trouver une solution qui me dirait en fait que la solution métal, bois ou béton serait la meilleure. Je ne sais pas si on voit les slides ou pas. Moi, j'ai un retour de vidéo. En fait, ce travail m'a permis de voir que il n'y avait pas une solution modulaire qui primait plus qu'une autre. Donc sur la slide suivante, en fait, c'est que ce travail-là démontrer que la meilleure solution était d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Donc d'associer le métal, le bois et le béton. Donc avec ce cahier des charges, je suis retourné voir les industriels avec qui je travaillais pour leur dire aujourd'hui vous construisez comme ça, mais dans l'idéal ce serait bien de fonctionner, enfin d'améliorer votre approche constructive. Malheureusement, les industriels étaient plutôt dans une phase de standardisation et d'imposer un peu leurs modules plutôt que d'être dans cette écoute des attentes des maîtres d'ouvrage. Et donc n'ayant pas la réponse, j'ai créé en 2015 une société de production, donc je suis devenu industriel en créant la société Modulem. Alors, ce travail-là du cahier des charges, en fait, les maîtres d'ouvrage veulent du modulaire qui ne ressemble pas du modulaire, les maîtres d'œuvre du modulaire sur lesquels ils peuvent avoir une certaine liberté architecturale et les bureaux d'études pouvaient avoir la conformité des réglementations. Donc, voilà, Modulem, dès le départ, en fait, c'est orienté vers ces écoutes-là et donc très rapidement, on a commencé à créer des modules un petit peu atypiques avec des formes particulières et avec une qualité qui correspondait aux attentes plutôt traditionnelles que modulaires. Voilà, parce que le modulaire, pour beaucoup de monde, rimait avec quelque chose d'assez plutôt bas de gamme et quelque chose de standardisé. Nous, chez Modulem, on pense qu'au contraire, la construction hors site et la construction modulaire doit permettre de remettre de la qualité dans l'ouvrage et de justement ramener des solutions un peu oubliées ou perdues. Pour nous, le modulaire, c'est juste une manière de construire, c'est de déplacer le chantier à l'usine. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc en fait, chez Modulem, dès le départ, on a imaginé, enfin en tous les cas, on a recherché des solutions parfois ancestrales pour dire comment on construisait avant et pourquoi aujourd'hui les ouvrages sont moins qualitatifs. Et on a vu des solutions comme la paille, le béton de chanvre ou la terre crue. Et on s'est demandé comment on pourrait intégrer ces techniques dans les constructions modulaires. Donc là, on voit par exemple un bâtiment en production en usine où on est sur du béton de chanvre. Donc on va venir projeter le béton de chanvre en usine. Les modules arrivent avec un taux de finition à 80-90% terminé d'usine. Donc on a juste des finitions sur place. Et donc on remet, même en termes d'enduit, on va travailler les enduits à la chaux comme on le faisait avant avec le sable, la chaux. Et voilà, donc voilà, on prend un peu le contre-pied de l'imaginaire du modulaire où on dit c'est en fait c'est des produits assez bas de gamme. Nous on pense qu'au contraire la standardisation, enfin la construction en site plutôt, pardon, va ramener de la qualité dans l'ouvrage. Suivante, s'il vous plaît. La construction, comme le disait justement Pascal, c'est moins 20% de productivité sur les 30 dernières années. Et sachant que la réglementation va se complexifier avec l'arrivée de la RE 2020, on est convaincu qu'il faut changer de paradigme et s'inspirer d'autres industries comme l'automobile, comme l'aéronautique,
et d'intégrer. Alors nous, on a une chance à Toulouse, c'est qu'on a un gros faiseur qui est Airbus, donc on s'est entouré de compétences, de bureaux d'études ou d'experts dans la production industrielle. Il nous a accompagnés, sur lequel il nous a permis d'intégrer ce qu'on appelle le lean manufacturing, donc comment en fait éliminer le gaspillage dans la production, mais également les maquettes numériques, les BIM. En fait, aujourd'hui, quand on fabrique un bâtiment, on va d'abord créer une maquette numérique, ce qui nous permet de mettre la sensibilité sur les points délicats de la construction. D'en discuter avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études. Une fois que tout est validé, en fait, on va lancer la production. Donc, en fait, il n'y a pas d'improvisation. On va construire parfaitement comme tout a été calculé. L'avantage, c'est qu'en industrie, on a l'accompagnement, c'est-à-dire que le bureau d'études est intégré, on intègre tout ça dans notre société. Donc, le compagnon n'est pas laissé à lui-même, il a vraiment le chef de chantier qui est avec lui, il a le bureau d'études. Donc, en fait, il n'y a pas de point d'interrogation. Et donc, c'est vraiment une évolution, une révolution de la construction. Et aujourd'hui, en fait, notre évolution, c'est faite par des carnets de méthode et en fait, on ne réinvente pas chaque fois le projet. Donc, on garantit un niveau de qualité. Et on pense, voilà, il y a une fiche là de vérification à chaque étape. Donc, on garantit avant même de livrer le bâtiment un niveau de qualité. Puis, pour chaque chantier, nos clients connaissent avant même qu'on fabrique le bâtiment la qualité qu'on va leur livrer. Je pense que la construction hors site va se démocratiser. On voit les majors s'y intéressent tous. On a pas mal d'études qui nous amènent à penser que la construction hors site va prendre de plus en plus de parts de marché dans la construction classique, dans la construction générale. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour nous, l'avenir chez Modulem, en fait, ce qu'on a fait en 2010 sur la réflexion de comment construire la meilleure maison, meilleur bâtiment modulaire, on est en train de le faire sur du logement parce qu'on est très sollicité par les bailleurs et les promoteurs. Donc, aujourd'hui, Modulem a 10 ans d'existence. On a je pense, une expertise, une expérience de la construction modulaire, d'autant plus que nous, pour l'instant, chaque chantier est un prototype et donc on a travaillé sur des sujets très, très complexes. Donc aujourd'hui, cette maîtrise-là, on souhaite la mettre sur du logement. Donc effectivement, on est plus sur une approche standardisée pour optimiser les coûts. Mais chez Modulem, on a une ADN de pouvoir faire beaucoup d'innovation parce qu'on est une société, une PME, donc on a ce côté agile qui nous permet de s'adapter. Donc on travaille sur des développements, sur du mur végétalisé. La photo en haut de la cuisine, c'est pour montrer qu'on s'inspire beaucoup de la haute gastronomie, c'est-à-dire comment on arrive à sublimer les matières premières. Et donc, on aimerait derrière se déployer en mettant des unités de production un petit peu partout en France, puisqu'aujourd'hui, on a nos méthodes qui sont bien définies, des qualités très, très reconnues, donc on aimerait se déployer derrière. Donc, Modulem, c'est 6 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui, avec une augmentation du CA de 30% par an, et donc on est aujourd'hui courtisé par des gens qui souhaiteraient s'investir dans ce milieu-là, dans la construction hors site. Et donc, on va ça avec attention pour nous accompagner dans ce développement. Pour la dernière slide, en fait, l'intérêt pour le SFIC, en fait, nous, on pense que la révolution est en marche et qu'aujourd'hui, soit on continue à faire comme on fait et on continuera à se cogner contre le mur, ou soit il faut repenser les choses. Et nous aussi, on croit beaucoup au partenariat en tous les cas et au regroupement des compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, la France est un petit peu en retard par rapport à nos voisins. Mais je pense qu'aussi, la France a toujours su montrer qu'on avait beaucoup de bonnes idées, qu'on savait les mettre en application. Donc, je ne doute pas qu'on puisse rattraper rapidement ce retard. Et moi, j'invite tous les adhérents du SIC justement de se rapprocher d'acteurs de la construction hors site ou de se regrouper, en tous les cas, pour développer des solutions, des réflexions, parce que, en fait, moi, je crois à la collaboration et à démocratiser cette approche constructive. Et je ne doute pas qu'on va voir venir de nouvelles solutions et que le hors site va prendre une part de marché beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril et bravo pour le parcours accompli entre les concepts du collège d'experts jusqu'à les réalisations concrètes qu'on voit aujourd'hui. Et puis effectivement, pas mal de perspectives d'avenir dans un monde qui bouge. Merci beaucoup. On va conclure avec un angle plus industriel. Et donc, je vais passer la parole à Pascal Rialan de Balio, qui développe des robots autonomes de manutention et qui va nous secouer un petit peu sur ce qu'on est capable de faire en termes d'industrialisation
donner des idées de ce qu'on pourrait imaginer sur des chantiers un jour. Pascal ? Bonjour à tous, merci d'inviter Balio aujourd'hui. Je suis très heureux de voir que vous avez une photo de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, mais c'est malheureusement pas moi sur la photo. Mais c'est pas grave. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai été contacté par Samantha pour participer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire là? Je n'ai pas trop compris pourquoi j'avais été contacté pour participer à cet événement, et notamment avec l'intervention de Pascal Chazal, je comprends un petit peu mieux l'idée que vous aviez tous derrière la tête. Alors, Balio, c'est une société qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, qui fait une vingtaine de millions de chiffres d'affaires, qui est cotée. Hein, donc on n'est plus on va dire une start-up. Qu'est-ce que fait Balio? Balio bouge des palettes de manière autonome dans les usines. Voilà. Vous ne verrez pas, en tout cas à court terme, un produit de Balio sur un chantier. Et pourquoi on existe? On existe parce qu'il y a toujours dans les usines beaucoup de tâches répétitives, difficiles. Alors j'ai entendu le discours effectivement que dans les usines, les postes de travail sont bien plus confortables que sur un chantier. J'ai fait du bâtiment moi-même, j'ai construit une usine pour PepsiCo à une époque, donc je connais bien le sujet. Mais je peux vous dire qu'il y a des maladies aiguës ou chroniques qui se développent malheureusement dans les usines, liées justement à la répétitivité des tâches. Donc on est encore à la prochaine étape, si vous voulez. Et donc Balio s'est donné comme mission justement de développer des produits qui permettent de supprimer ces tâches difficiles. On va avancer slide 5 même, voilà, pour continuer. Voilà, merci. Donc l'objectif de Balio, c'est simple. C'est alors on a perdu les slides. Je ne sais pas s'ils vont venir. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. L'objectif de Balio est de clairement convertir la manutention traditionnelle. Je pense que vous connaissez tous un Fenwick. Vous en avez tous probablement déjà vu un. C'est tout simplement un chariot de manutention qui bouge des palettes dans les usines. Et l'objectif de Balio, c'est de transformer ces machines standards, slide suivante, en machines totalement autonomes. Hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, moins de 1% des mouvements de palettes en usine se fait de manière autonome. Hein, donc c'est alors 100%, c'est pas pour demain, mais on estime aujourd'hui que entre 20 et 30% des flux de palettes peuvent être faits dans les usines de manière totalement autonome. Ce que vous voyez ici, c'est deux partenariats que Balio a noués au cours des dernières années avec deux industriels, Linde, qui est la maison mère de Fenwick, si vous voulez, et le groupe Hyster-Yale aux États-Unis. Ce que vous voyez, c'est une gamme de produits que sont finalement des chariots de manutention assez standards, enfin même totalement standards, sur lesquels nous avons monté un kit d'automatisation qui rend toutes ces machines totalement autonomes dans les entrepôts. On peut avancer. Ah, on est revenu. Voilà. Oui, alors bon, il y a une liste de clients, cimetière de clients que vous avez pu voir. On a perdu les slides, en tout cas moi je ne les vois plus. Ouais. Donc, allez-y. Donc, en synthèse, ce qu'on fait, on prend une machine de base standard, on lui ajoute un kit d'autonomie et ça devient un robot mobile, totalement autonome, que vous pouvez également conduire de manière totalement manuelle. Hein, donc, c'est absolument flexible. Et on est capable de proposer ces machines partout dans le monde, grâce notamment au partenariat avec nos partenaires. On a aussi une filiale à Boston et à Singapour. On peut avancer dans les slides, s'il vous plaît. Alors voilà, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas forcément les robots. J'ai plutôt l'habitude de rencontrer des industriels qui ont déjà des robots et qui nous disent on n'a pas acheté encore de robots parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de cash. Mon CFO, mon directeur financier m'empêche de faire du CAPEX sur mes sites industriels. Voilà, il y a pas mal de freins aujourd'hui encore financiers et opérationnels, on va le voir juste après, qui aujourd'hui empêchent ou en tout cas réduisent le potentiel de ce marché-là. Ce que vous voyez sur ce slide, c'est en fait la synthèse de la situation actuelle, hein, mouvement de palette manuel avec des chariots manuels, qui sont d'ailleurs supervisés, ce sont des caristes, hein, ils ont un nom.
l'offre Balio ces dernières années a été d'autonomiser, de robotiser, si vous voulez, ces flux. Donc, on propose des robots. Finalement, c'est une machine avec un nombre illimité de caristes, hein, finalement. Et on se rend compte qu'une offre commerciale et aussi technologique permet de lever les derniers verrous qu'on rencontre sur ce marché, qui est le mouvement de palette as a service. Donc, on continue à avancer sur les slides, s'il vous plaît. Alors, pourquoi? Je l'ai évoqué en introduction. Vous êtes ici, je suis face à des industriels, donc le CAPEX, donc les investissements, le cash sont des facteurs limitants. Bouger des palettes, ce n'est pas le cœur de métier, ni des gens du bâtiment, ni des industriels. C'est juste le cœur de métier, généralement, des logisticiens traditionnels, qui est une part importante, mais pas principale de notre activité aujourd'hui. Souvent, les industriels cherchent à avoir un retour sur investissement immédiat, ou très court terme, ou idéalement immédiat. Un sujet aussi important qu'on a constaté ces dernières années, c'est que beaucoup d'industriels ne vont pas sur la robotique et encore moins sur la robotique mobile parce qu'ils n'ont pas d'experts, ils n'ont pas d'équipe d'ingénierie et donc ils ont peur. Hein, ça a un nom, ça s'appelle la peur. Ils ont peur que ça ne marche pas, ils ne sont pas rassurés et ils se disent finalement qui va s'en occuper, qui va s'occuper d'un tel projet, qui va faire le RFQ, qui va s'occuper de tout ça derrière. Et donc, ils n'y vont pas parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Et on a aussi un symptôme dans notre industrie. Comme on parle de produits qui ne sont pas encore courants, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais moi j'ai entendu parler que dans 2 ans, il y a quelque chose qui va arriver qui est génial, qui s'appelle Tartampion, et donc je vais attendre. » Et donc on est aussi confronté, et c'est assez intéressant à regarder, à une forme d'attentisme à la prochaine révolution technologique. Voilà. Alors que comme dans n'importe quel secteur, notre évolution est incrémentale. Voilà, donc l'idée du Movement as a Service, c'est vraiment de lever les verrous que je viens de présenter, en ayant un modèle où vous payez à l'usage. Hein, on parle de paiement à l'usage, c'est un peu à la mode, mais l'intérêt du paiement à l'usage pour industriel, c'est de ne pas avoir à investir de CAPEX. Évidemment, vous ne sortez pas de cash non plus, et vous avez une transparence totale sur les coûts. Quand vous payez à l'usage, le retour sur investissement, alors il n'y a pas d'investissement, mais le retour, la diminution de vos OPEX est immédiate. Balio prend en charge l'ensemble de l'installation des robots, donc vous n'avez pas à vous préoccuper d'une équipe robotique experte pour installer ce type de système. Alors, on va peut-être avancer sur les slides parce que le temps passe. Voilà, donc le principe de base, c'est d'avoir une machine, un robot standard, comme on le vend aujourd'hui en centaines d'unités. Un Balio a quasiment 1 millier de robots aujourd'hui installés dans le monde, sur lequel on installe un kit de contrôle et de supervision à distance au travers de caméras et d'unités de communication dédiées, et qui nous permet, et c'est la petite photo que vous avez sur la droite, d'avoir une plateforme dans le cloud qui vous permet de contrôler à distance, donc de monitorer d'abord, donc voir ce qui se passe autour du robot à 360 degrés, et de prendre éventuellement le contrôle à distance du robot si nécessaire. Alors j'insiste, l'idée c'est pas d'avoir un robot télécommandé à distance, c'est pas un robot, ça s'appelle une voiture télécommandée ou une machine télécommandée. L'idée c'est tout simplement aussi, et c'est la partie opérationnelle de l'offre, d'avoir un process totalement industriel à quasiment 100%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde de la robotique mobile, la plupart tous les fabricants, quelle est la promesse? La promesse, ce n'est pas 100% de transport réalisé sans erreur. On est généralement au-dessus de 90, voire au-dessus de 95%, mais il reste encore quelques pourcents qui ne sont pas traités, tout simplement par la limitation de la technologie. Voilà. Et la limitation de la technologie, Balio ou n'importe qui d'autre y est confronté. C'est par exemple une palette qui n'est pas placée au bon endroit, c'est un endroit qui est occupé alors que l'endroit devait être vide, etc., etc. Donc les événements non attendus que vous rencontrez aussi sur des chantiers, mais que vous rencontrez aussi totalement en usine. Voilà. Et cette approche-là permet finalement de réduire ces 5% à une peau de chagrin, puisqu'on va être capable d'intervenir et de prendre contrôle à distance sur le robot.
Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller sur tous les slides. Le temps est compté. À moins que vous me disiez j'ai encore 5 minutes, mais Non, effectivement, c'est qu'on interrompt. je voulais faire passer, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Pascal. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a le robot qui autorise quand même quelques pourcentages de. Alors vous pouvez peut-être descendre, oui, juste montrer un slide, merci, encore, celui-là. Parce que, non, remontez. Voilà, celui-là, merci beaucoup. Ça vous permet de visualiser le type d'application logistique que vous rencontrez. On travaille avec des industriels du bâtiment. Alors, l'industrie du carrelage, par exemple, voire même du ciment. Voilà. Vous avez ce type d'entrepôt chez vos fournisseurs. Et sachez que certains de vos fournisseurs utilisent déjà des robots Balio pour ce type d'application de stockage, notamment en rayonnage. Peu importe finalement quel type de rayonnage. Vous avez ici une photographie de ce que nos robots savent faire, qui est, je peux le dire sans trop me tromper, probablement la couverture applicative la plus importante au monde pour des robots mobiles en rayonnage. Voilà. Très bien, ben, merci encore. Il est l'heure, comme prévu, on avait prévu de libérer tout le monde autour de 10 heures. Je voudrais remercier chaleureusement nos 5 intervenants d'aujourd'hui. Et comme indiqué, j'invite les participants à rejoindre ce qu'on a appelé les coffee rooms pour avoir des salles dédiées avec chacune des solutions qu'on a vues pitcher aujourd'hui. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Merci Lorraine, merci Thomas, c'était super. Merci. Merci. Juste une question avant de se quitter. Est-ce qu'on pourra avoir accès à l'enregistrement? L'enregistrement sera mis en ligne sur le site d'InfoCiment. Et sur FR3 demain. Super. Bon. Grâce à toi. Ok, merci, à bientôt. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.